Bienvenue au Théâtre du Châtelet. Notre séance d'aujourd'hui s'intéresse au fantastique en musique. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi le surnaturel, j'adore. Si, les maisons hantées, les parquets qui craquent, les chouettes et les hiboux qui ululent. Et figurez-vous que chez les grands compositeurs, eh bien, il y a aussi un grand intérêt pour le fantastique, et particulièrement chez les compositeurs romantiques. Ah oui, je sais, quand on parle de compositeurs romantiques, on pense d'abord au sentiment, à l'amour, au grand destin tragique. Mais ça n'est pas que cela, le romantisme. Le romantisme, c'est aussi cet intérêt pour le fantastique, pour ce monde imaginaire et très présent en même temps. Pour illustrer ce thème, je vous propose deux œuvres, deux courtes œuvres, deux poèmes symphoniques français. La danse macabre de Saint-Saëns et L'apprenti sorcier de Paul Dukas. Commençons par la danse macabre de Camille Saint-Saëns. Elle est écrite en 1874, la même année que le très célèbre opéra de Bizet, Carmen. Et c'est un poème symphonique. Qu'est-ce que c'est qu'un poème symphonique ? Eh bien, un poème symphonique, c'est une œuvre pour orchestre, mais qui comporte une histoire, un argument, un poème, quelque chose. Dans le cas de Saint-Saëns, c'est tout simple. 2 ans auparavant, en 1872, Saint-Saëns compose une chanson, La danse macabre, sur des vers d'Henri Casalis, pseudonyme de Jean Lahore, un ami de Mallarmé. Et que nous disent ces vers ? Zig et zig et zag, la mort en cadence, frappant une tombe avec son talon, la mort à minuit joue un air de danse, zig et zag sur son violon. Le violon, mais oui, le violon au 19e, ça a une drôle d'odeur, ça a une odeur un peu diabolique. C'est la faute à Paganini, grand virtuose du début du 19e siècle, qui jouait si bien, qui avait une telle virtuosité qu'à un moment, la rumeur a commencé à dire qu'il avait dû certainement passer un pacte avec le diable. Et on a commencé à caricaturer Paganini sous une forme un petit peu méphistophélique, comme une sorte de diable. Eh bien, notre diable, aujourd'hui, c'est le premier violon de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, c'est Svetline Rousseff. Bonjour Svetline. Alors, puisque tu es le diable, tu sais que Paganini a composé un certain nombre d'œuvres très virtuoses qu'on appelle des caprices. Et il y en a un de ces caprices, le 13e, qu'on a surnommé le rire du diable. Pourquoi ? Eh bien, nous allons comprendre. Bravo, Svetline. Bon, une précision, le rire n'est pas dans la partition, hein, c'est Svetline qui a rajouté. Alors, dans la danse macabre, il s'agit de mettre en scène un violon, et un violon qui est même pire que le diable, qui est carrément la mort. Mais oui, tu es la mort avec son violon qui fait danser les squelettes, et c'est pas tout à fait un concerto, la danse macabre. C'est une œuvre symphonique avec un violon concertant. Donc, Svetline, tout à l'heure, sera placé sur la première chaise des violons et il fait des solos. Et la première chose qu'il nous fait entendre, c'est le violon qui racle les cordes à vide, là, comme une sorte de violon de paysan, vous voyez, un violonneux. Pas mal, mais il en faut plus pour réveiller les morts. Non, il faut que ça grince, il faut que ça soit un peu faux, là. Ce sont des quintes justes. Mais Saint-Saëns a une idée géniale. Il demande au violoniste de se désaccorder légèrement. La première corde va être un peu plus basse, va passer du mi au mi bémol, et cela donne maintenant, vous allez voir, ça grince.
bien meilleur. La mort a toujours eu du succès de tout temps. De toute façon, c'est toujours elle qui a le dernier mot, alors autant l'applaudir. Donc, je vous propose de prendre connaissance maintenant avec les deux thèmes de l'œuvre. Oui, parce que dans la chanson originale de 72 de Saint-Saëns, il y avait deux thèmes. Eh bien, Saint-Saëns a réutilisé ces deux mêmes thèmes pour faire en 74 sa danse macabre symphonique. Ces deux thèmes, on pourrait dire en quelque sorte, qu'ils correspondent aux humains et aux squelettes. Le thème des humains, le thème des squelettes. Alors commençons par le thème des humains. Il est plus langoureux, plus romantique, avec des notes bien liées. On pourrait dire que c'est une sorte de valse langoureuse. Et le deuxième thème, le thème des squelettes, c'est tout l'inverse, il est en note piquée, il est très rythmique. Et voilà, vous connaissez les deux thèmes. Vous savez que le deuxième correspond exactement au vers que je viens de vous chanter. Oui, dans la chanson de Saint-Saëns, ça fait « Zigué, zigué, zac, la mort en cadence, frappant une tombe avec son talon. La mort à minuit joue un air de danse, zigué, zigué, zac, sur son violon. » Exactement. Mais il l'a réutilisé évidemment sans les paroles. Alors, ce thème des squelettes va circuler tout au long de l'œuvre par tous les instruments de l'orchestre, pas seulement au violon. Je vous propose d'en écouter une première version par les bois de l'orchestre. Les bois, s'il vous plaît. Bon, vous connaissez vos instruments de musique, hein, vous reconnaissez les bassons, les flûtes, les clarinettes, les hautbois et les quatre corps. Et maintenant, tout ce monde va vous jouer le même thème des squelettes que nous venons de jouer, Svetlin et moi, mais par les bois de l'orchestre. Mais oui, évidemment, il y a de l'ironie dans tout cela. Peu de temps après, Svetlin, donc notre mort, assez sympathique aussi, il faut bien le dire, dialogue avec ses amis, les squelettes, et pour évoquer ce dialogue, rien de tel qu'un instrument de musique qu'on appelle le xylophone. Ah oui, ça correspond très bien à une autre partie du texte qui dit « On entend claquer les os des danseurs ». Et c'était une nouveauté, personne n'avait eu l'idée dans l'orchestre symphonique d'utiliser cet instrument xylophone, hein, ça vient de xylo qui veut dire bois, xylophone qui est un instrument d'origine africaine, le fameux balafon, au point que Saint-Saëns était obligé de marquer en bas de sa partition l'adresse et le nom de la personne chez qui on pouvait acheter un xylophone. Monsieur Untel, près de la place de la Madeleine, boulevard Malesherbes, au numéro tant, heure d'ouverture, vous fournira à tel prix un xylophone. C'était sur la partition originale. Renaud, tu nous le fais encore une petite fois ? Voilà, dans la mélodie, c'est zigué, zigué, zac, chacun se trémousse, on entend claquer les os des danseurs. De temps en temps, aussi, Svetlin, la mort, dialogue avec ses amis les bois. Par exemple, dans le passage qui suit, toujours le thème des squelettes, ce sont les bois et Svetlin leur réponse qui donne... Nous avons parlé des deux thèmes, celui des squelettes, celui des humains. Je vous propose maintenant de nous intéresser à leur accompagnement. Et pour cela, je vous propose de faire entrer les cordes. Alors les cordes, c'est le groupe le plus nombreux de l'orchestre, de bas en haut, les contrebasses, les violoncelles, les altos et les violons. L'accompagnement des deux thèmes, il est un peu identique puisqu'au fond, les deux thèmes sont à trois temps, le thème des squelettes comme celui des humains. Et traditionnellement, l'accompagnement à trois temps, l'accompagnement de valse, ça fait papa, papa. Vous pouvez me le faire ? Et papa, 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 papa. Merci beaucoup, vous valsez très bien. Il y a des variantes, hein. Il y a la valse lente, papa, papa.
papa. Et puis il y a la valse très rapide, la valse musette. Papa, papa, papa. Il y a la valse chaloupée. Papa, papa. Mais surtout, on peut faire des papa plus ou moins lourds, plus ou moins légers. Et vous allez voir qu'il y a une grande variété, ne fût-ce qu'avec le groupe des cordes et la harpe. Tiens, justement, la harpe, vous allez voir, c'est un valseur extrêmement délicat, extrêmement fin. Nicolas? Bravo, Nicolas. Ça doit être très agréable de valser avec lui. Alors un tout petit peu plus fort, eh bien on peut imaginer tout le groupe des cordes en pizzicato, en pinçant la corde, qui se prend lui aussi pour une harpe un tout petit peu plus fort. Et s'ils balayent les cordes avec leurs doigts, ça devient carrément non plus une harpe, mais une grande guitare. Et alors, s'ils utilisent le bois de l'archet, ce qu'on appelle collegno, eh bien là, ça fait vraiment très squelette. Écoutez. Je pense que ça va aller très bien avec le xylophone de Renaud. On essaye tout le monde ensemble ? Naturellement, tous les instruments de l'orchestre peuvent faire ce papa. Même les plus inattendus. Tenez un moment, ce sont les percussions, grosses caisses, cymbales et triangles qui font le papa. Voilà, nous allons pouvoir entendre la première partie de la danse macabre. Mais il y a un dernier élément de pittoresque que je voudrais examiner avec vous. Ce sont les 12 coups de minuit. Mais oui, vous savez bien que c'est à partir de minuit qu'on a la permission de sortie dans un cimetière. Et les 12 coups de minuit, eh bien les 12 coups de minuit, normalement, ça devrait être entendu par la cloche. Mais il n'y a pas de cloche, nous ne sommes pas dans une église. Alors comment imiter aux instruments une cloche ? Eh bien vous voyez, une cloche, c'est quelque chose de très simple. C'est une attaque et une résonance extrêmement intense. L'attaque, et en même temps, vous entendez la résonance du piano. Attaque et résonance. À l'orchestre, l'attaque, ce sera la harpe, Nicolas. Et pour la résonance, un ré de cor par Jean-Jacques. Et maintenant, vous comptez avec moi les 12 coups de minuit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il est minuit, quelque chose va arriver, quelque chose de mystérieux. Merci Svetlin, la mort est arrivée. Alors pour jouer le début de cette danse macabre, il faut que l'orchestre soit au grand complet. Or il manque encore les cuivres et la timbale. Cornet à piston, trompette, trombone et tuba qui donnent de l'éclat, qui donnent de l'énergie. Et maintenant que l'orchestre est au grand complet, ils vont pouvoir s'accorder. Accord de l'orchestre. C'est toujours le hautbois qui donne le la. Et le hautbois, c'est Hélène. L'orchestre est accordé. Nous accueillons maintenant notre chef d'orchestre, Monsieur Christian Vasquez. Bon, vous vous souvenez de tout, hein, les 12 coups de minuit, les pizzicato mystérieux, la mort et son violon, le thème des squelettes, le thème des humains, alternance des deux thèmes jusqu'à l'entrée du xylophone. C'est parti.
Vous avez entendu ce qui marque la fin de la première partie? Cet enchaînement de 2 accords. On appelle ça une cadence, et même une cadence parfaite. Ça signifie toujours une ponctuation, la fin d'un morceau ou la fin d'une partie. Et maintenant, que va-t-il se passer? Eh bien, des tas de choses. D'abord, la mort, en frappant les tombes avec son talon, va réveiller tous les morts, les uns après les autres. C'est-à-dire que le thème va circuler petit à petit à tous les pupitres de l'orchestre. Et ça commence par les violoncelles et les altos. Maintenant, les seconds violons. Les premiers violons et les hautbois. Les trompettes. Les trombones. C'est qu'il y a beaucoup de monde maintenant dans le cimetière. On a commencé avec 2 squelettes et maintenant toutes les tombes se sont ouvertes et c'est le sabbat. Et une sorte de valse étrangement joyeuse commence à se dessiner. Et cette valse, elle repose sur un thème très ancien, très connu, un thème du Moyen-Âge, le thème du Dies Irae, le thème des morts, le thème qui traditionnellement dans la messe est utilisé au moment où on évoque l'Apocalypse. Écoutons cette valse sur l'Apocalypse. Mais alors comment est-ce qu'on en arrive à cette espèce de valse étrange, note piquée par la harpe et par les bois? Eh bien, je vais vous montrer de mon piano. Le thème du Dies Irae originel, le voici. Dans le mode majeur, et c'est justement la première chose que va faire Saint-Saëns. Il le met en majeur, et ça donne... Et non seulement il le met en majeur, mais à 3 temps, et 1, 2, 3, 1, 2, 3, etc. Et nous arrivons à ma petite valse. Vous voulez entendre encore une fois la valse par les bois et la harpe? Lo mismo. Et maintenant, de plus en plus fort, le poème dit « Un voile est tombé ». La danseuse est nue, son danseur la serre amoureusement. Alors nue, oui, enfin, faut imaginer 2 squelettes nus. Et alors tout le monde devient amoureux, et d'abord évidemment le danseur, Svetlin. Le même thème aux flûtes et au corps. De nouveau Svetlin. Les altos et les violons. Et maintenant, le vent se met à souffler. Le texte nous dit « Le vent d'hiver souffle et la nuit est sombre, des gémissements sortent des tilleuls. Le vent est fait par des gammes très rapides, chromatiques, montantes et descendantes de tous les violons. » Mais qu'est-ce qui se passe sous le gémissement des tilleuls? Les squelettes blancs vont à travers l'ombre, courant et sautant sous leur grand linceul. Écoutez toujours le vent, mais avec en dessous les basses de l'orchestre qui font entendre le thème des squelettes. Et maintenant,
la fête bat son plein. Il va y avoir une accélération, un paroxysme. Et pour montrer cette accélération, cette intensification de la fête, Saint-Saëns fait la chose suivante. Il prend les deux thèmes, mais il les resserre. Il n'en garde plus que le tout début. Tenez, commençons avec le thème des squelettes. Tagadagada, tagadagada. Vous en rappelez celui-là, zigué, zigué, zag, la mort en cadence, frappant une tombe avec son talon. Eh bien, Saint-Saëns ne prend plus que le début. Tagadagadam, tagadagadam, tagadagadam. Par exemple, au corps et aux trompettes. Juste le rythme. Tagatagatam, pam, pam. Tagatagatam, pam, pam. Au point qu'il peut même être donné par la timbale toute seule. Benoît. Et le plus fort, c'est qu'on le reconnaît. Zigué, zigué, zag, tagatagatam, tagatagata. Ce qui montre bien que l'essence d'un thème, finalement, c'est son rythme. Et le thème des humains, comment Saint-Saëns fait-il pour le resserrer? Toujours la même chose. Il ne retient que le début. Tari, taram, param, param. Il le met en canon, au vent. Et même encore plus resserré, uniquement ti-tam, la deuxième et la troisième note, une longue, une brève, ti-lam, ti-lam, ti-lam. Par tout l'orchestre, divisé en deux masses qui s'opposent, les cordes d'un côté, les vents de l'autre. C'est la superposition des deux thèmes. Mais oui, parce que vous l'imaginez bien, les humains finissent par danser avec les squelettes. C'est un petit peu ça, l'idée du fantastique. Normalement, le monde fantastique, c'est un monde que nous ne connaissons pas. C'est un monde qui n'existe pas tout en étant très présent. Et ce qui nous fait toujours un peu peur, c'est l'idée qu'il y a la rencontre du monde réel et du monde surnaturel, du monde des vivants et du monde des morts. Ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que ces deux thèmes, on les a dans la mélodie qu'a écrite Saint-Saëns 3 ans auparavant, mais il n'avait pas pensé à les superposer. Et là, dans la danse macabre pour orchestre, il les superpose. Écoutons d'abord le thème des squelettes par les cordes. Maintenant, le thème des humains par les deux trombones. Et maintenant, il va y avoir la superposition et en prime, vous aurez les vents et les triangles pour donner plus d'énergie et plus d'éclat. Alors, est-ce qu'on continue à bien entendre le thème des humains au trombone? Mais oui, parce que les trombones, ça a beaucoup de force. C'est un instrument qui peut très bien réveiller les morts ou faire mourir les vivants, peut-être. Superposition des deux thèmes. Bon, alors maintenant, c'est vraiment le paroxysme de la fête. Tout le monde s'y met, les démons, les squelettes, les fantômes, les morts, les vivants. Mais tout d'un coup, c'est l'aube. Le poème dit « Mais psite, tout à coup, on quitte la ronde, on se pousse, on fuit, le coq a chanté. » C'était Hélène le coq. Bravo Hélène. Ça, c'était le coq au bois. C'est notre cocorico. Vous avez remarqué que ça ne marche pas, cocorico, parce que là, il y a 5 notes. Et cocorico, il n'y en a que 4. Cocorico. Il faudrait trouver une autre langue. Comment est-ce qu'on dit Christian en espagnol? Oh, il fait bien le coq, hein? Encore une fois. Dites-le. Eh bien, ça ne marche pas. Il n'y a toujours pas 5 notes. Non, j'ai cherché, j'ai trouvé. Ça marche chez les Anglais. Cock-a-doodle-doo. Mais c'est pas très sérieux, quoi. Cock-a-doodle-doo. On a l'impression que le coq va prendre le thé, quoi. Non, en fait, il me semble que c'est en breton que ça marche le mieux. Coq-coq-coq. Coq-coq-coq-coq. Hélène, encore un petit peu? Fais le breton. Coq-coq-coq-coq. Ah, ben là, ça marche bien.
Et alors que la fête battait son paroxysme, eh bien, au coq-cogoc-cogoc d'Hélène, c'est la débandade. Vous allez voir. Coq breton. Panique chez les fantômes. Ils abandonnent tous le terrain, laissant la mort toute seule, triste, parce qu'elle n'a plus personne avec qui danser. Quelques retardataires encore. Maintenant, nous allons évidemment écouter en entier la danse macabre. Vous avez remarqué cette maîtrise dans l'orchestration, cette clarté dans l'équilibre des groupes. Finalement, le fantastique de Saint-Saëns, c'est un fantastique bien tempéré. Mais c'est normal. C'est parce que Saint-Saëns, vous l'avez compris, utilise le fantastique au second degré. Il y a beaucoup d'ironie dans tout cela. Et pour comprendre cette ironie, ce second degré, il faut revenir à la fameuse chanson de 1872. Vous avez bien compris que la danse macabre, c'était d'abord une chanson qu'il écrit en 72. Et en 75, il se sert des mêmes thèmes pour faire la danse macabre pour orchestre. Et bien la chanson, elle est très ironique et même très grinçante. 1872, on vient de connaître la guerre entre l'Allemagne et la France, que la France a perdue. C'est la chute du Second Empire, c'est le moment où la France perd l'Alsace et la Lorraine. Et puis tout de suite après, il y a eu la Commune, qui est une révolte parisienne, qui a été noyée dans le sang par les Versaillais. Tout ça, il l'a connu, Saint-Saëns. Et que nous dit le texte de Casalis? Eh bien, il nous dit que dans la mort, tout le monde est à égalité. Et que ce qu'il y a d'horrible quand il parle de la danseuse nue et du danseur qui sont tous les deux ensemble, c'est qu'il y a un charron, comme il dit, c'est-à-dire un ouvrier, qui va avec une marquise. C'est le désordre social. Il y a quelque chose de très grinçant, de très ironique dans le droit fil de ce qu'on appelait le caveau, c'est-à-dire cette tradition des chansonniers dont le plus connu était Béranger. Et c'est dans cette tradition que Saint-Saëns écrit cette danse macabre pour nous montrer quelque chose d'un peu grinçant, c'est-à-dire que devant la mort, eh bien, nous sommes tous égaux. D'ailleurs, la fin de sa chanson, si je me souviens bien, oui, c'est ça. « Oh, la belle nuit pour le pauvre monde, vive la mort et l'égalité !» Parce que c'est le début de la République et qu'évidemment, tout le monde doit être égal et que la mort nous rappelle qu'évidemment, nous sommes tous égaux. Vous savez, Saint-Saëns est parfois considéré comme une sorte de notable officiel, de musicien académique. Je ne pense pas du tout. Je pense que Saint-Saëns était un personnage très original. Il fait une œuvre finalement douce amère, si je puis dire. On ne sait jamais très bien sur quel pied danser. C'est du fantastique, mais en même temps c'est ironique. C'est ironique, mais en même temps, sous l'ironie, il y a quelque chose d'un petit peu grinçant. Et c'est tout cela qui fait le premier des 4 poèmes symphoniques que va écrire Saint-Saëns, car Saint-Saëns est le premier compositeur français, non seulement à utiliser le xylophone, mais le premier compositeur français à écrire des poèmes symphoniques, cette nouvelle forme de la musique qui nous dit qu'on peut décrire, qu'on peut incarner, qu'on peut dépeindre en quelque sorte une situation. Il y a 2 manières d'écouter la danse macabre. Soit vous y croyez à ce coq, à ces 12 coups de minuit, à cette mort et à son violon, et on a un petit peu peur, soit vous y voyez comme moi un petit peu de distance et un petit peu d'ironie. Mais en tout cas, c'est un chef-d'œuvre, la danse macabre de Saint-Saëns par l'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Christian Vasquez.